les amis, ça fait 34 jours qu'on est désormais confinés. 34 jours, 5 émissions des pistonnés en mode confiné. On espère bien sûr avant tout que vous allez bien, que vos proches vont bien et que vous êtes prêts bien sûr à vous détendre et à passer un bon moment à parler de Formule 1 bien sûr sur la First Team Sport. Ils sont avec nous aujourd'hui bien sûr, les pistonnés, vos chouchous, quand il s'agit d'évoquer l'actualité de la Formule 1, à commencer par celui qui au moment où cette vidéo paraîtra sortira de 6 heures de sim racing bien sûr. C'est Pierrot Despiello et son double, bien sûr, Despiello F1. Salut Pierrot. Salut Manu, salut les pistonnets, salut à tous, j'espère que vous allez bien évidemment dans ces temps de confinement et aujourd'hui on va avoir une belle émission je pense sur du passé et qui va nous intéresser d'une autre manière sur la F1 et ça c'est vraiment très très cool. Exactement. On aura l'occasion d'y revenir bien sûr tout à l'heure dans le sommaire. Mon second, lui, a autant vibré devant Koh-Lanta hier que lors du Grand Prix de Valence 2012. Vous l'aurez reconnu, Hamza Ramani. Salut Hamza. Salut à tous. Alors non, je n'ai pas autant vibré parce que c'était un épisode déjà coupé en deux et en plus, c'était pas top. T'es fâché contre TF1 aujourd'hui. Fâché. Enfin, mon troisième adore le combo chemise en jean, t-shirt marinière. Vous l'avez là encore reconnu, c'est bien sûr Alex Caldi. Salut Alex. Salut Manu, salut à tous. Bah ouais. C'est mon combo préféré. Puis surtout, c'est une marinière Mario. Parce que, bien sûr, le jeu vidéo prime avant tout. Exactement, Alex Caldi qui était notamment dans le Fast Morning avec notre ami Despiello cette semaine, le nouveau morning qui accompagne bien sûr vos matinées, vous les passionnés de Formule 1, c'est chaque mercredi si je ne dis pas de bêtises. Et puis enfin, mon dernier sans doute le premier à avoir passé sa précommande du jeu F1 2020 qui sortira d'ailleurs le 10 juin prochain. Vous l'aurez là encore reconnu, c'est Monsieur Brice Germain. Salut à tous, salut les pistonnets, salut à tous nos spectateurs. Je suis très curieux de ce mode écurie de F1 2020, même si Pierrot me dit que ça va déjà être de la merde. Mais moi, je suis, moi, je suis persuadé qu'on va bien pouvoir se marrer avec ce jeu. Pierrot, un avis sur les annonces qui ont été faites sur F1 2020 déjà cette semaine? Bah écoute, j'ai trop pratiqué les jeux de F1 pour me dire qu'il faut continuer de se hype. Vaut mieux être pas trop hype et être bien surpris que l'inverse, parce que nombre de fois que ça a été l'inverse pour mon cas, voilà. Mais bon, je suis extrêmement naïf. Je suis extrêmement naïf, moi, tu sais. Moi, on me montre un truc, un packaging, je fais oh, on va s'amuser. Puis je serai déçu en juillet, c'est pas grave. Petite précision, c'est bien le 10 juillet, non pas le 10 juin, mon cher Manu, mais je suppose que tu l'avais dans la tête, évidemment. Comme d'habitude, merci pour la passe décisive, mon cher Pierrot. On rappelle rapidement les petites nouveautés qui ont été annoncées sur F1 2020 cette année. Le split screen. Alors, petite nouveauté, effectivement, il y a le split screen, il y a donc le fameux mode My Team où on aura la possibilité de créer sa propre écurie, de courir avec, d'après ce que j'ai compris, pour être la 11e écurie du plateau. Et puis, il y avait quoi d'autre? Le split screen, ceci, et puis forcément 4 nouvelles voitures classiques, toutes ayant été pilotées par Michael Schumacher, les deux Benetton, une Jordan et enfin la Ferrari F2000, si je dis pas de bêtises. Tout ça accessible évidemment à un prix supérieur à l'édition normale, hein, mes amis. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Il y a une très, très belle vidéo faite par Despiello cette semaine. Vous pouvez aller la consulter sur sa chaîne, bien sûr, Despiello F1. Mais juste avant, les amis, nous, on se replonge sur le programme de cette 5e émission en mode confiné. On reviendra forcément sur la principale information de la semaine dernière et l'annonce dimanche dernier de la disparition de Sir Stirling Moss, ce qui nous a donné l'idée d'un grand focus sur la première décennie de l'histoire de la Formule 1. Dans le décryptage, on se posera justement cette question. C'était comment les années 50 en F1? Et puis, dans le débat, nous nous concentrerons plus particulièrement sur une rivalité et une amitié qui a marqué cette décennie, l'incroyable histoire de Juan Manuel Fangio et Stirling Moss. Nous reviendrons bien sûr aussi dans un second temps sur le titre honorifique et symbolique de champion sans couronne de Stirling Moss. Puis on terminera forcément aujourd'hui avec un quiz spécial années 50. Bref, ça va être assez exceptionnel. Toujours pas de GP ce week-end. Alors, on embarque tout de suite dans la DeLorean. On branche le vecteur temporel, direction les années 50. Le décryptage, 4 fois vice-champion du monde de F1, Sir Stirling Moss, aussi appelé le champion sans couronne, s'est éteint à l'âge de 90 ans, il y a tout juste une semaine. Il était d'ailleurs le doyen des pilotes de F1 encore en vie, qui avait vécu, lui, la création du championnat du monde de F1. Stirling Moss était la dernière mémoire vivante de l'époque des précurseurs.
Voilà pourquoi on ne pouvait pas commencer cette émission sans évoquer cette époque où les pilotes sautaient à bras de chemise, bien sûr, dans des bolides dont les volants en cuir étaient cousus main, des lunettes pleines de buée. Bref, une époque où on perdait 3 à 4 pilotes par saison. Voilà ce que déclarait Stirling Moss. À l'époque, dans les années 50, on perdait en moyenne 3 ou 4 pilotes par saison. Il l'avait déclaré aux Independent, bien sûr, en août 2001. La F1 des années 50, les amis, dans l'esprit, dans les faits, on a l'impression, en se replongeant dans cette époque, que c'était presque l'exact opposé de la F1 que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas l'exact opposé, mais c'est tout ce qu'il y a de non annihilé dans notre sport et ce pourquoi on aime ce sport. Pourquoi on est déçu aujourd'hui de la Formule 1? C'est parce qu'en fait, tout ce qui a fait l'essence même de la Formule 1 a été galvaudé, a été un petit peu annihilé, comme je disais, par la sécurité qui est nécessaire, mais également la puissance des écuries par rapport à celle des pilotes. Et du coup, on a un peu perdu ce qui a fait l'essence de la Formule 1. C'est pour ça qu'on est très nostalgique de cette époque où effectivement, cette citation que tu as dit, Manu, sur Stirling Moss est incroyable. Avec lui disparaît le témoin d'un temps hallucinant où les pilotes sautaient à bras de chemise dans des bolides. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils fonçaient dans des voitures et non pas dans des machines à gagner. C'était eux les machines à gagner. Et c'est un peu ça qu'on a perdu aujourd'hui peut-être. Il faut aussi savoir, par exemple, parce qu'on parle des chemises, etc. Mike Hawthorne, pilote champion du monde justement, grâce entre guillemets à Stirling Moss, lui pilotait avec un nœud papillon. Donc autant vous dire qu'il y avait une certaine classe par rapport à aujourd'hui avec les combinaisons qu'on met. Et puis bon, les années 50, c'est aussi la nouveauté en fait finalement d'un entre guillemets d'un nouveau sport, ou en tout cas l'émancipation à proprement parler du sport automobile, parce que bon, le sport auto, on va dire est connu depuis le début des années 1900, mais là c'est vraiment l'émancipation. Ça y est, on commence vraiment à avoir un championnat. Les pilotes font des courses tous les week-ends. On sait que Moss, Fangio et tout le reste pouvaient rouler c'est comme si aujourd'hui Hamilton allait rouler en F2, en F3, allait faire le rallye du Monte-Carlo, allait faire les 24 heures du Mans, l'Indy 500 et puis peut-être le Dakar au cas où, si jamais il avait encore une petite place dans son calendrier. Et ça, c'était vraisemblablement tout à fait exceptionnel. Et parfois même on utilisait la même voiture pour faire plusieurs courses, que ce soit la F1 ou même le Mille Emilia, qui est un petit peu le Tour de France, on va dire, en Italie, mais avec des grosses voitures. Surtout cet aspect de, comme tu as très bien expliqué, de savoir s'adapter à toutes les disciplines. Et ça, pour moi, c'est la qualité d'un pilote numéro un. Et surtout, aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. Malheureusement, parce que c'est aujourd'hui c'est comme ça qu'on peut voir ce qu'on peut définir d'un vrai pilote, d'un excellent pilote ou d'un pilote de génie. L'exemple de Fangio et de Stirling Moss, c'est l'exemple parfait de deux génies de leur temps. Et au-delà de ça, on avait des courses qui duraient très longtemps. En Formule 1, aujourd'hui, les courses durent 1 heure et demie en moyenne. À l'époque, le Grand Prix de Monaco durait 2 heures et demie. 100 tours au lieu de 78 aujourd'hui, avec des voitures qui étaient beaucoup moins rapides et beaucoup plus difficiles à piloter, avec un risque mortel assez très très élevé. Tu le disais, 3 ou 4 pilotes mouraient chaque année. C'est là où on voit l'endurance, la qualité et surtout j'ai envie de dire, des pilotes qui étaient absolument des génies sur la piste, mais aussi dans la tête quand il s'agissait de mécanique. Et puis les voitures de l'époque, c'est pas les voitures d'aujourd'hui avec les pièces d'aujourd'hui, la soufflerie, etc. C'est des voitures qui étaient composées de pièces, finalement, de voitures entre guillemets du quotidien quasiment, et que tu mettais dans la voiture pour essayer d'avoir la monoplace la plus rapide possible, ce qui fait que le danger forcément était plus présent parce que les voitures n'étaient peut-être pas construites pour aller aussi vite et comme le sont les F1 d'aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites, et notamment, je retiens une chose, je crois que c'est ce que disait, pour faire un peu le parallèle avec ce que disaient Alex et Hamza. Alex, tu disais, ils avaient aussi un rôle hors de la piste, en dehors de pilote. C'est-à-dire que c'était des mécanos, ces garçons-là. C'est-à-dire qu'ils touchaient eux-mêmes à leur propre voiture. Il faut quand même se dire un truc, c'est que quand tu arrives en Formule 1 dans les années 50, la Formule 1 est une discipline qui naît. Avant, on a plein de disciplines sportives de sport automobile différentes, plein d'événements isolés auxquels les pilotes participent et souvent en arrivant de manière privée. Donc quand on arrive de manière privée avec une voiture qu'on achète ou qu'on développe, il faut forcément mettre les mains dans le cambouis et être un pilote qui comprend la voiture qu'il conduit. On n'arrive pas dans une structure où on a un contrat comme aujourd'hui
On a des mécaniciens, des ingénieurs qui font tout. Là, c'est des pilotes qui sont passionnés par l'automobile, passionnés par la mécanique en elle-même, qui sont généralement mécaniciens, pas de formation, parce que ça n'existe pas vraiment. C'est plus des mécaniciens sur le tas qui essayent d'apprendre. Et au final, c'est à celui qui va le mieux comprendre sa voiture qui va gagner. Le talent de pilote, Moss, Fangio, Collins, Ascari, Fagioli, il y avait plein qui l'avaient. Mais après, c'est celui qui comprenait le mieux sa voiture et qui savait le mieux la gérer sur une piste. C'était un duo qui était beaucoup plus fusionnel que maintenant, où aujourd'hui, la voiture fait plus le travail que le pilote. Et c'est assez paradoxal ce que dit Brice parce que c'est vrai dans le sens où aujourd'hui les pilotes sont absolument harnachés à la voiture, donc ils font corps avec la voiture, ce qui n'était absolument pas le cas dans les années 50 parce que là ça rebondissait, les suspensions étaient molles, les pistes n'étaient pas du tout des billards comme on peut les connaître aujourd'hui, c'était pratiquement, je vais pas dire sur route ouverte, mais c'était des routes qu'on utilisait de manière quotidienne, on va dire. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est juste le fait que tous les pilotes, les meilleurs pilotes étaient ceux qui arrivaient à le mieux anticiper ce qui allait se passer. Et en fait, c'est là-dessus qu'on repérait les meilleurs parce que ils savent comment la voiture va se comporter dans tel virage, comment ils vont faire. Ils ont des automatismes. Voilà, ils ont une espèce de seconde nature, un sixième sens qui fait qu'ils comprennent véritablement l'art du pilotage. Parce que là, on parle d'art, on parle même plus de précision, de scientifique, de ce genre de choses. Là, on est vraiment dans l'art d'anticiper les réactions d'un bolide et pour pouvoir le positionner le mieux possible. Et tous les pilotes modernes qu'on connaît, que ce soit même du temps de Häkkinen ou aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir rouler légèrement ces machines des années 50 le disent. En fait, même quand on la roule doucement, c'est très très dur à piloter, très dur à placer, à positionner parce que la direction est pas précise. Les freins, c'est des freins à tambour, donc autant vous dire que vous freinez pas aux 100 mètres, mais vous freinez peut-être aux 200, voire 300 ou 400 mètres, plus le double débrayage, les boîtes qui sont très difficiles à manier. Donc oui, ça, il y a un art du pilotage vraisemblablement, en plus d'être mécano, qui fait que il y a une belle différence avec les pilotes d'aujourd'hui. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est juste différent. Et puis se placer dans la monoplace. Juste le simple fait de se placer dans la monoplace, aujourd'hui, tu es quasiment sur ton lit avec un confort exceptionnel. À l'époque, c'était absolument pas le cas. Et tu fais bien de rebondir là-dessus. Déjà, une première citation pour corroborer ce que disait Pierrot, c'est Toto Wolff qui déclarait il y a peu, les voitures de l'époque n'avaient pas de portance, il y avait un côté plus chevaleresque et casse-cou. Aujourd'hui, avec la portance, le corps du pilote doit être préparé pour encaisser. C'est aussi pour ça, entre guillemets, que la F1 était aussi un sport un peu mental, c'est-à-dire à celui qui savait gérer au mieux, on va dire, ses limites. Et c'est pour ça aussi que le physique des pilotes à l'époque peut étonner. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, on avait des pilotes qui roulaient jusqu'à 50 ans et qu'aujourd'hui, on considère davantage un Moss et un Fangio comme un artiste par rapport à un Lewis Hamilton qu'on considère comme un sportif de très haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable qu'un pilote de Formule 1 ne s'entraîne pas plusieurs heures par jour pour sa musculature et pour conserver une condition physique viable pour aller à ces vitesses-là avec une voiture qui est rivée au sol. C'est-à-dire qui encaisse tout léger. À l'époque, la voiture n'encaisse pas léger. La voiture, s'il y a un problème de force centrifuge ou centripède, elle glisse. Point barre. Et du coup, la force n'est pas du tout absorbée par la voiture. Donc, il n'y avait pas finalement de notion très physique. Il y avait une notion surtout de contrôle, de connaître sa voiture, de savoir où la placer, de savoir comment se placer dedans. Parce qu'évidemment, on pose du poids quelque part en fonction de là où on est dans la voiture. Donc, c'était plus une question de feeling. Et ce feeling-là devait être couplé avec un mental d'acier, puisqu'on savait pertinemment que, au vu des conditions de sécurité des pistes et des conditions de sécurité des voitures, à la moindre erreur, ça pouvait être fatal. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Brice sur la fatalité. Ça revient aussi sur l'aspect que ce sport, surtout à l'époque, le sport automobile, et si on reste seulement sur la Formule 1, était le risque, il y avait un risque perpétuel. Il faut quand même s'imaginer que vous signez un contrat avec une écurie à l'époque, vous aviez quasiment une chance sur 10 d'y rester. Et cet aspect-là est hyper important et il faut vraiment le comprendre parce que pour mettre en valeur les pilotes de l'époque, il faut aussi montrer leur bravoure. Est-ce que c'est de la stupidité ou de la bravoure? Ça, c'est une autre question. Pour moi, c'est vraiment de la bravoure. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir se dire
je suis allé si près de la mort, je l'ai défié. Et tout ça pour mon bonheur et le bonheur aussi des autres, parce que c'est un spectacle et c'est cet aspect-là qu'il faut mettre en valeur aussi. Alors, on le sait aussi, il y a une chose pour finir sur un peu cette fatalité. Sur chaque ticket que vous achetez, que ce soit pour la F1, pour les 24 heures du Mans, pour n'importe quelle compétition de sport automobile, derrière le ticket, normalement, il est obligé qu'il y ait marqué Motorsport is dangerous. Et ça, c'est le cas depuis, j'ai envie de dire la nuit des temps, mais c'est le cas depuis toujours que, eh bien, non seulement le pilote peut se mettre en danger lui-même avec la pratique qu'il a, mais en plus de ça, les spectateurs aussi peuvent se retrouver dans des positions de danger. Alors aujourd'hui, beaucoup moins, mais on ne sait jamais. Une voiture qui s'envole, qui passe au-dessus des grilles, aujourd'hui, bon, bah, ça peut faire un énorme accident. Bien évidemment, la sécurité fait en sorte que ça arrive le moins souvent et que ça n'arrive même pas du tout. Mais oui, il y a ce sens-là de danger. Et même au-delà de ça, c'est quelque chose qui est excitant parce que c'est quelque chose que l'être humain bizarrement aime. On aime les trucs les plus idiots. Regardez, ça fait depuis 50 ans qu'on se dit que on va se transporter entre nous via les airs, qu'on va prendre un Concorde pour voler à Mach 2. Bon, je pense que c'est pas forcément la chose la plus intelligente que l'être humain ait fait, et pourtant ça reste très dangereux, et statistiquement l'avion est le moyen de transport le plus sûr du monde. Donc voilà, il y a toujours une part de danger en chaque être humain qui fait que ça nous stimule. Et bon, pour les pilotes automobiles, c'est quelque chose qui stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cet aspect de… Excuse-moi Alex, vas-y. Excuse-moi. Non, je disais, il y avait une phrase de Sterling Moss qui était excellente à ce sujet-là. Il existe un point crucial que l'on ne peut pas dépasser sans risquer sa vie, et pourtant, la course ne devient vraiment vivante que lorsque l'on la franchit. C'était une phrase qu'il avait dite à la poétesse Sylvia Baron-Supervielle. Si nous, ici, on fait par exemple, on parle de sport auto, si nous, ici, je pense, on fait du karting, je pense à Brice qui a fait du karting, si nous, on fait du karting aussi, si par exemple, moi, je fais des choses stupides, par exemple, comme je fais du saut en parachute, je sais que je vais risquer ma vie, et c'est comme ça que je vais me sentir plus vivant à ma façon, et c'est comme ça aussi c'est pour ça aussi qu'on fait du sport auto. Et cette relation justement à la mort, est-ce qu'elle dénote pas aussi d'un état d'esprit et d'une certaine époque? Je prends une autre citation, celle de Fangio, qui disait « C'est pas si triste de mourir quand on n'a pas le temps d'y penser ». Il faut aussi se dire que c'est une génération qui sortait de la Deuxième Grande Guerre mondiale. On est vraiment dans un état d'esprit très, très différent de celui d'aujourd'hui. C'est exactement ce que je voulais souligner avant que tu prennes la parole, Manu, c'est que la Formule 1 est née dans un environnement qui était ultra favorable en fait à cet esprit de se sentir vivant. On sort quand même du plus grand conflit de l'histoire de l'humanité, et à ce moment-là, en fait, on trouve un loisir, on trouve une passion, on trouve un sport qui nous fait pouvoir exprimer un talent jusqu'en fait à aller défier la mort qui a été présente partout dans le monde pendant 6 années et qui a été vraiment un traumatisme pour le monde entier. Et je pense que la F1 est née de ça, est née de cette volonté d'aller jusqu'à la limite. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a vraiment trop ignoré cet aspect-là jusqu'à arriver au terrible accident du Mans 55, où là, on a commencé à prendre conscience avec, donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, une Mercedes qui s'envole dans les tribunes et qui tue 82 personnes, que ce soit du personnel, le pilote et également les spectateurs. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire non, on ne doit pas mourir pour ça. On doit essayer de limiter le risque. Mais c'est vrai qu'avant, à la naissance du sport, le concept de défier la mort était quelque chose qui rendait les pilotes héroïques. C'était les gladiateurs, c'était des soldats d'après-guerre. Une dernière citation, tiens, pour parler d'un autre aspect des années 50, c'est Mika Häkkinen, le double champion du monde, bien sûr finlandais, qui nous la livre. À l'époque, les équipes étaient composées de 20 personnes contre 150 aujourd'hui. Fangio était le premier à vouloir un ingénieur qui lui soit complètement dédié. C'était du coup moins personnel, moins froid. Le pilote avait aussi plus d'emprise sur l'équipe. Est-ce que vous avez la sensation que ces pilotes des années 50, ils avaient plus de pouvoir qu'ont aujourd'hui les Lewis Hamilton et Sébastien Vettel? Ça dépend des pilotes. Ils ont moins plus d'influence. Ouais, voilà. Vas-y, Alex. Non, mais c'est exactement ça. Ça dépend des pilotes aujourd'hui. Lewis Hamilton, chez Mercedes, oui, bien sûr, il a de l'influence. Mais par exemple, un autre pilote comme Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo, oui, la différence est là. Il n'a pas la même influence. Fangio, Sterling Moss, Michelson ou d'autres comme Collins, c'était des pilotes qui, oui, avec cet aspect familial qui en ressortait, de la petitesse des équipes, je veux dire au niveau de la capacité des mécaniciens qu'il y avait dans l'équipe, oui, ils avaient leur avis parce que c'était eux qui étaient sur la piste et qui, j'ai envie de dire, qui étaient envoyés au charbon sur la piste pour pouvoir tester, analyser la piste et derrière
pouvoir performer, ainsi de suite. Ouais, je vais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. C'est aussi, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de data tout simplement et on se fiait simplement au feedback Au du ressenti. pilote. On pouvait démonter le moteur et regarder ce qui allait pas pour savoir mécaniquement ce qui allait pas sur la voiture. Mais si le pilote vous dit, bah là j'ai du survirage, là j'ai du sous-virage, ceci, cela. Alors, sous-virage sur virage, quand ça glisse des quatre roues, on sait pas trop. Mais voilà, donc du coup, effectivement, le pilote avait une part. Alors, je ne sais pas si c'est plus importante, mais du coup, on se basait vraiment sur son ressenti. Là, c'est toujours le cas, sauf qu'il y a toujours des datas pour corréler un petit peu et être une fois le plus précis, alors qu'avant, eh bien, on essayait d'adapter la voiture au style de pilotage finalement peut-être du pilote pour que il puisse extraire, on va dire, la quintessence de la voiture. Voilà, on se basait vraiment sur le ressenti du pilote et c'est pour ça que c'était assez important. Et dernière petite chose, Enzo Ferrari avait l'habitude d'abord de demander des nouvelles de ses voitures avant de demander des nouvelles de ses pilotes. Ça a dû lui faire bizarre avec Fangio, ouais. Ça a dû lui faire bizarre avec Fangio quand il a commencé à lui dire non. Juste une dernière chose à préciser par rapport en fait tout simplement au tracé de l'époque, qui donnait beaucoup plus l'avantage en fait au ressenti du pilote, puisqu'on avait des tracés qui étaient beaucoup moins complexes qu'aujourd'hui. Monza est le dernier tracé de l'époque en fait. C'est-à-dire que quand on voit Monza aujourd'hui, quelqu'un qui découvre la F1 se dit qu'est-ce que c'est que ce circuit? Il n'y a que de la ligne droite et de chicanes. Mais en fait, tous les circuits de l'époque étaient à peu près comme ça. Il y avait 4-5 virages, certes tous différents, mais il y avait toujours un peu une chicane, toujours un virage à peu près à 45 degrés. C'était un peu comme ça. Mais du coup, les circuits étaient moins techniques, mais permettaient au pilote davantage de comprendre sa voiture. Si elle n'allait pas en ligne droite, il avait quand même 1,5 km pour s'en rendre compte. On avait quand même beaucoup moins de données à comprendre, hormis les circuits type Spa qui faisait 12 km et c'était beaucoup plus difficile à comprendre. 14, pardon. Et le Nürburgring qui, lui, en faisait 20. Alors là, le Nürburgring, c'était le temple total du casse-couisme, on pourrait dire. Et une dernière chose aussi concernant cette décennie, je voulais absolument vous relancer là-dessus, les amis. Il y a eu une densité de champions assez incroyable. Si on prend de la première saison, on va dire 1950 jusqu'à 1959. C'est une décennie incroyable. Est-ce qu'on a eu une telle densité sur les autres décennies, à votre avis? Je suis pas sûr, en vrai. 80 dans les années 70-80. 70-80, ouais. Quand tu as Regazzoni, Lauda, Hunt, Villeneuve, Prost, Arnoux, quand même, là, il y avait du beau monde. Hein. Je pense qu'il y a un petit creux années 60 qui est dominé par des Jim Clark, des Surtees, encore Moss, des Stewart fin d'années 60. Et un petit creux peut-être entre 95 et le début de l'ère Schumacher, peut-être. Mais après, les vrais R, c'est 50 et 70-80, je pense, à mon avis. Rien à ajouter, hein. Clairement, dans les années 50, ce qui est intéressant, c'est que les Italiens étaient extrêmement forts. Alors, je parle surtout au niveau des voitures, notamment parce que c'était un petit peu les personnes à battre au final. Les pilotes, il y avait beaucoup de pilotes italiens, plus qu'on ne le pense. Et puis, les Anglais sont arrivés petit à petit dans le championnat du monde de Formule 1. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie disparité, on va dire. Il y a eu du beau monde dans les années 50 et beaucoup de voitures différentes ont gagné et c'est aussi ça qui est assez intéressant. Ouais. On vient d'évoquer l'époque, bien sûr, des pionniers de la Formule 1. Abordons maintenant le duel mythique des années 50, la relation Fangio et Moss. Fangio-Moss, une relation de fair play nourrie bien sûr d'admiration, de respect, d'amitié. Regardez ce que disait d'ailleurs Fangio peu avant sa mort en 1995 à propos de son équipier et ex-rival. C'est l'un des meilleurs amis que j'ai eu. J'avais eu tout de suite de l'admiration pour le pilote car il était et il a surtout toujours affronté les meilleurs. Voilà un petit tableau récapitulatif pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien cette histoire, bien sûr, entre Fangio et Moss, une relation de maître à élève, coéquipier, on va dire, chez Mercedes, éternel dauphin pour Moss de Fangio, entre 55 et 57 en Formule 1. Sa première victoire, on s'en rappelle, en Angleterre 55,
qu'on a longtemps dit et dont on dit toujours qu'elle a été offerte à cette époque-là par Juan Manuel Fangio, et on reviendra sur la raison du pourquoi. La fameuse tragédie du Mans 55 qui va mettre fin à l'aventure Mercedes en sport auto et donc à ce fabuleux tandem Fangio-Moss. Et puis, cette passation de pouvoir quelque part qui n'aura jamais lieu. On sait que Fangio avait décidé ou déclaré en tout cas que Stirling Moss serait son successeur. Il lui a même offert une montre à son mariage où il était gravé au futur champion du monde. On va se plonger un petit peu dans cette relation, l'un des premiers tandems, on peut le dire, de la Formule 1, l'un des plus premiers grands duels de la Formule 1, avec aussi cette déclaration de Bernard Caillé, le photographe star français de l'époque en Formule 1. Moss cherchait à imiter le style de pilotage de Fangio et était déjà en mesure de le concurrencer à un moment donné, mais préférait assumer son statut de numéro 2, ce qui peut rappeler un petit peu dans l'histoire la relation entre Sever et Jackie Stewart. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation Fangio-Moss, une fois qu'on a remis un peu le nez dans les cahiers d'histoire et qu'on a fait une petite mise à jour sur une des histoires les plus incroyables de la Formule 1? Moi, ce qui me rend fou, c'est que cette histoire est restée saine. C'est que, en fait, il y a tellement d'éléments au fur et à mesure en fait, de leur carrière à tous les deux qui auraient pu faire déraper les choses. Mais non, en fait, à l'époque, je vais peut-être être un petit peu virulent ce que je vais dire, mais à l'époque, il y avait de la classe. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'après, on sait pas ce qui s'est passé en off. Personne d'entre nous n'était là. Et aujourd'hui, il faut avoir 85 ans pour se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, je m'entends dire que personne vraiment s'en souvient vraiment. Mais c'était classe dans le sens où Moss, sa première victoire, comme tu l'as dit, en fait, il y a des doutes qui ont persisté très longtemps sur le fait qu'elle a été offerte par Fangio. Mais jamais ça n'a créé un pataquès. Moss a dominé, si je ne dis pas de bêtises, à Monaco, Fangio, et Fangio était content pour Moss, alors que Fangio se battait pour le titre encore. Donc, jamais il y a eu un coup de roue qui était mauvais. Ils se sont toujours battus en piste. Moss disait même que être dans le sillage de Fangio n'était pas quelque chose qui le perturbait. Au contraire, il n'a jamais fait de crasse en piste. Et quelque part, c'est ça qui est le plus hallucinant pour des gens qui, comme nous, avons connu la F1 depuis les années 90, c'est de se rendre compte que la F1 a pu être à un moment donné un sport où il n'y avait pas besoin de s'envoyer des crasses à la tête pour être dans les champions. Il y a quelque chose de très intéressant et je vais rejoindre Brice là-dessus et même essayer d'aller un peu plus loin. C'était un sport de gentleman, un vrai sport de gentleman. Ça coûte cher, mais ça vient en danger, donc il faut comprendre les risques. Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que effectivement, il n'y a pas de crasse parce que on sait que si on fait une crasse à un autre pilote, ce pilote-là peut perdre la vie potentiellement. C'est pour ça que on n'essaie pas de rouler et de balancer de la terre avec son passage pour mettre de la terre dans le pilote derrière ou d'envoyer des cailloux, ce genre de choses. Il paraît même, mais ça j'ai pas bien vérifié, il paraît même que Moss était en train de simplement de faire un signe à chaque fois qu'il passait quelqu'un, voilà, pour soit le remercier ou ce genre de choses. On a ce genre de personnes, encore une fois, par exemple en karting, sur des endurances ou ce genre de choses, mais voilà. Donc non, il y avait un vrai du vrai gentleman driver. Et au-delà de ça, je pense aussi c'est parce que c'était plus un hobby qu'une véritable profession à l'époque, ce qui fait que c'était comme un passe-temps sur lequel on pouvait perdre sa vie. Donc c'est quand même assez extrême. Donc effectivement, il fallait être un minimum classe et Fangio était classe, Stirling Moss était classe. Enzo Ferrari était beaucoup moins classe au début, mais avec les années et ce genre de choses, a toujours reconnu le mérite de certains pilotes et notamment celui de Moss. Donc non, effectivement, il y a une vraie part de gentleman driver où on se dit, allez, tu mérites, donc oui, peut-être que je vais te laisser la win aujourd'hui. Et puis Moss, a dit non, je suis pas d'accord que vous disqualifiez Mike Hawthorne sur la dernière course parce que il était en train de faire une manœuvre pour rejoindre la piste. Moi, je suis pas d'accord et ça lui a enlevé le titre mondial. Mais voilà, est-ce qu'on préfère avoir un titre mondial en se disant qu'on l'a perdu sur une disqualification, enfin qu'on l'a gagné sur une disqualification, ou est-ce qu'on préfère le donner à un de nos compatriotes en se disant qu'il le mérite peut-être un peu plus et que voilà, faut pas qu'il y ait d'injustice dans un sport, dans un hobby où on peut y perdre la vie, quoi. Et pourtant, à l'époque,
Excuse-moi, Vas-y, vas-y. à l'époque, justement, Moss, il fait quand même 4 victoires sur la saison. Hawthorne, il signe une seule victoire. Donc, en termes de régularité, c'est la régularité sur l'ensemble de la saison qui fait que Moss, finalement, a eu des défaillances et qui fait que Moss, finalement, il n'est pas champion. Et après, concernant le comportement, entre guillemets, de gentleman, alors, dire c'était mieux avant, etc. Bon, moi, je suis pas fan de ce type de discours, mais forcément, à l'époque, tu passes près de la mort. Forcément, tu risques ta vie à chaque course. Donc, forcément, il y a un respect qui est complètement différent par rapport à aujourd'hui, où finalement, sauf, sauf catastrophe, tu sais que tout devrait se passer correctement parce que tu as une sécurité qui a été largement accrue par rapport aux années 50. On n'a pas dit que c'était mieux avant. Hein. On a juste dit que c'était plus classe Oh, dans le tu comportement ne sens pas visé. Hein. et Non, mais la rivalité. Non, mais Non. je trouve pas que c'était ce qui ressortait du discours, en fait. Voilà. mais dans l'aspect de cette classe aussi, il y a plein de choses qui vont rentrer là-dedans, dans le sens où, souvenez-vous, quand Fangio s'était vu laisser sa voiture par l'un de ses coéquipiers pour qu'il puisse aller devenir champion du monde. Est-ce que, par exemple, à l'époque, en 2016, c'était Nico Rosberg qui avait dit ça ironiquement, bien sûr. Est-ce que Lewis Hamilton lui aurait laissé sa monoplace pour devenir champion du monde derrière? Non, certainement pas. Il y avait toujours cet aspect de rivalité. Et peut-être, oui, il y avait plus de classe à l'époque, surtout par cette notion de risque. Et on savait qu'on pouvait y laisser sa vie tout le temps. Et encore une fois, on sortait de la guerre. Pourquoi risquer sa vie bêtement et essayer j'ai envie de dire, de pousser à la faute certains de ses coéquipiers quand 5 années auparavant, on était en train de s'entretuer? Il y a un aspect aussi sur lequel ça m'intéresse de vous relancer, c'est le côté, enfin la tragédie du Mans en 1955. On se rappelle à l'époque, ça décide notamment pour Mercedes de quitter la compétition sportive. À cette époque-là, Moss et Fangio sont coéquipiers aussi bien en 24 heures du Mans, donc en endurance qu'en Formule 1. L'arrêt de compétition de Mercedes, est-ce que ça ne nous a pas privé d'un duel encore plus piquant, on va dire, entre ces deux garçons? Moi, je pense que ça nous a privé de quelque chose d'encore plus important. C'est que Fangio et Moss étaient en tête aux 24 heures du Mans et c'est comme si on avait un Lewis Hamilton, Sebastian Vettel qui serait en tête et qui on dirait bah, maintenant, il faut stopper la voiture parce qu'il y a eu une tragédie. Et du coup, ouais, non, effectivement, c'est un petit peu le duel et les équipiers qu'on aurait bien voulu voir aller un peu plus loin pour écrire encore une plus belle histoire que ce qu'elle ne l'est déjà. Le Mans 55, bon, au-delà de la très grande tragédie que ça a provoqué, et puis même on aurait pu très bien ne plus avoir de sport automobile derrière et d'interdire le sport automobile tout court parce que c'était devenu beaucoup trop dangereux. Donc non, effectivement, il y a un goût. Enfin, moi de mon côté, je trouve qu'il y a presque un goût d'inachevé au final entre Fangio et Moss avec l'histoire Mercedes parce qu'il y avait de quoi faire. Et puis les Mercedes sont arrivées, elles ont dominé, elles sont reparties. Puis on les a pas revus avant, eh bien, on va dire les années 90 quand ils sont revenus à la compétition aux 24 heures du Mans en tant que constructeur parce que Mercedes continuait de fournir des voitures, etc. Mais en tant que constructeur, en tant que marque Mercedes, revenir dans la compétition automobile pardon, ça s'est fait extrêmement tard dans le sport auto. Donc, il y a un goût d'inachevé, moi, de mon côté. Et j'aurais bien voulu voir un petit peu plus de la part de Fangio et Moss aux 24 heures du Mans, notamment. Ce qui est terrible pour moi, c'est qu'il fait les 4 fois vice-champion du monde en F1. Les 24 heures du Mans, il finit 2 fois deuxième. Finalement, il passe tout près d'un palmarès extraordinaire et mine de rien, bah, Ouais, mais tu vois, il l'a toujours expliqué. Il l'a dit, il y a une de ses citations, c'est: je préfère avoir été 4 fois vice-champion du monde plutôt qu'une seule fois champion et ensuite être oublié. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé notamment avec Nico Rosberg, qui a fait ce qu'il a voulu faire, hein, qui est devenu champion du monde, bien sûr qu'il y a un parallèle à faire avec l'époque d'aujourd'hui, mais qui est devenu champion du monde et que derrière, il s'en va, est-ce qu'aujourd'hui, on n'oublierait presque pas le titre de Nico Rosberg? Ça, c'est une autre question aussi. Ah, ça, c'est possible, ça, en vrai. En vrai, je rigole, mais c'est possible parce que Nico Rosberg, il se fait pas autant reconnaître que Lewis Hamilton, même par des grandes stars. Je pense notamment à peut-être Matthew McConaughey, je crois, quand ils étaient aux États-Unis, ou non, c'était Daniel Craig même. Daniel Craig à Silverstone, et puis, je sais pas, dans son vlog, il commence à lui poser une question et tout. Puis Rosberg, il fait, je crois qu'il sait pas du tout qui je suis. Donc, effectivement, t'as beau être champion du monde, c'est quand même. marqué Nico Rosberg, il lui fait Formula One Champion. Les amis, vous avez évoqué Sir Stirling Moss, bien sûr, le champion sans couronne, le roi sans couronne. Et justement, je voulais vous relancer
en essayant de se poser la question justement pourquoi eh bien, il n'a jamais été champion du monde, pourquoi il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre Juan Manuel Fangio et Sterling Moss. Regardez ce petit tableau où on a essayé de lister ensemble, bien sûr, tous les pistonnés, les différentes raisons qui pourraient être l'explication au fait que Sterling Moss n'ait jamais été sacré. Moins de flair que Fangio au moment de choisir son écurie. On sait qu'il n'a pas toujours eu la meilleure voiture. Il a souvent été victime, et Hamza le disait, de problèmes de fiabilité qui fait qu'en effet, sur des championnats qui étaient beaucoup plus courts, c'était aussi beaucoup plus compliqué eh bien de pouvoir prendre des points sur des problèmes de fiabilité. Ceci dû aussi à un patriotisme un peu déraisonné. Le péché d'élégance, vous en avez parlé tout à l'heure, notamment avec le titre de Hawthorne en 1958, où Hawthorne doit être déclassé, bien sûr, et finalement, c'est lui qui va voir les commissaires de piste pour leur dire non, non, ne le déclassez pas, il n'a pas fait de faute. Et puis, victime aussi des stratégies adverses. Vous l'avez un petit peu évoqué, avec Ferrari 56, quand Collins donne sa voiture sur le dernier Grand Prix à Fangio pour qu'il puisse finir, parce qu'il avait des problèmes de moteur, et finalement, Fangio l'emporte et sera champion du monde. Je crois qu'il y a eu la même chose en 58 où Phil Hill avait donné sa deuxième place, il me semble, à Hawthorne pour lui permettre d'être champion du monde. Pourquoi il n'a jamais vraiment touché le Graal, notre ami Sterling Moss? Moi, je pense, ouais, il n'y a pas eu de pif. Et alors, moi, je pense même que ça tout vient entre guillemets peut-être de vouloir être trop gentleman, on va dire, parce que en 52, pour la saison 52, Enzo Ferrari voulait signer Monsieur Sterling Moss, sauf que, eh bien, quand il est arrivé à Maranello pour commencer à négocier son contrat, il s'est rendu compte que la dernière Ferrari de Enzo Ferrari, eh bien, a été confiée aux mains d'un pilote italien. Donc, il est arrivé, il a fait tout le chemin jusqu'à Maranello et il a fait, ah, voilà, si c'est comme ça qu'on me reçoit, bah, je vais faire en sorte de jamais rouler pour vous. Et du coup, je vais rouler pour d'autres écuries et je serai déterminé à ne pas rouler pour Ferrari. Et ça a mis 10 ans avant que eh bien, Ferrari et Moss fassent un petit peu la paix, on va dire, puisque pour la saison 62, si je dis pas de bêtises, ou 61, je sais plus, eh bien 61, il me semble. 62, c'est une saison où il manque d'être champion. Exact. Ouais, voilà. Donc 61, et effectivement, Enzo Ferrari et Sterling Moss se rabibochent entre guillemets, et Moss fait non, mais je courrai pas pour la Scuderia Ferrari, et Enzo Ferrari quand même dit bon je suis prêt à tout pour te donner une Ferrari, on aurait dû voir Moss au volant d'une Ferrari pas rouge, aux couleurs d'un vert britannique comme on dit, et malheureusement il a eu un grave accident à Goodwood qui a commencé entre guillemets à mettre fin à sa carrière, et donc on n'aura jamais vu finalement ce qu'aurait donné Sterling Moss au volant d'une Ferrari, que ce soit même avant ou après ces années 50. Donc non, effectivement, peut-être comme le disait Brice, un manque de flair, mais peut-être une volonté d'être toujours gentleman et d'avoir toujours ce flegme britannique qu'on connaît bien à nos cousins j'allais dire outre-Atlantique, pas du tout, outre-Manche, merci. Il a été dans la Ferrari et il avait quand même déclaré sans regret, elle ne me convient pas. Donc ça veut vraiment dire qu'il a testé en disant bon, tout pilote rêve quand même d'aller monter dans cette voiture au cheval cabré, mais moi ça me convient pas. Lui aussi a dit ça, je crois. Ouais, ce serait bien qu'il l'avoue à un moment donné. Mais de toute façon, lui, il a toujours voulu rouler pour des écuries britanniques déjà. Il faut quand même se rappeler qu'on a une époque où le patriotisme est un peu plus présent qu'aujourd'hui. Et qu'il a préféré rouler sur Walker, sur Cooper. Il a roulé pour Maserati. Van Wall. Oui, voilà, Van Wall. Quitte à en fait avoir des voitures moins performantes. Et en plus, il avait cet exemple de Fangio à côté de lui qui se fichait un petit peu de la voiture dans laquelle il roulait, tant que lui pouvait l'amener là où son talent pouvait l'emmener justement. C'est-à-dire que Fangio, il se disait, j'ai 5 dixièmes de moins en performance, c'est pas grave, je vais les gagner. Et comme il a été éduqué à cette école-là, il se disait pareil. Et sauf qu'au final, la performance de ces voitures était quand même bien moindre. Et tu mêles à ça les problèmes de fiabilité plus sa classe, en fait, ça en fait d'un an de la farce sur 4 années, quoi. 3 réellement, parce qu'il y en a une où il est loin au championnat, mais il y a 3 années où clairement le titre
ça doit quand même être pour lui, quoi. Et après, il y a quelque chose qui peut ressortir. On a l'impression aussi que c'était un pilote qui était connu pour son flegme, son élégance et sa qualité en piste, mais aussi qui aimait se mettre un handicap pour montrer sa valeur en piste, son talent. Ça mettait en relief son talent. Le fait de se mettre dans des voitures qui étaient peut-être moins performantes, ou bien sûr, à l'époque, les voitures britanniques n'étaient pas aussi impressionnantes sur la piste qu'elles auraient pu l'être aujourd'hui avec McLaren, par exemple. Mais c'est vrai que cet aspect de vouloir mettre en relief son talent avec des voitures un peu moins performantes pouvait plus ressortir à ce moment-là. Mais ça encore, c'est l'école Fangio. C'est-à-dire que ce qu'on retient de Fangio, c'est les courses où il n'avait rien pour gagner et où il a gagné et qu'on s'est dit, waouh, c'est le meilleur parce qu'il sait faire ça. Je prends un exemple, le Nürburgring 57 où il doit rentrer au stand, changer ses gommes et il perd finalement à cause d'un problème aux arrêts au stand 50 secondes et que c'est irrécupérable et qu'il va battre Hawthorne à la fin. C'est la course la plus impressionnante de Fangio, si ce n'est, enfin, une des courses les plus impressionnantes de Fangio parce qu'il ne devait pas gagner et il a gagné. Et Stirling Moss a appris de ça et s'est dit, ouais, pour avoir l'aura de Fangio, il faut faire comme ça aussi, il faut gagner de manière magnifique. Et ça rebondit sur le fait aussi que c'était des gentleman drivers parce qu'à la fin de cette course, tout le monde était heureux, tout le monde s'embrassait, tout le monde s'enlaçait, tout le monde était heureux pour Juan Manuel Fangio qui avait fait la course de sa vie peut-être. Et un dernier truc, juste pour dire, en fait, ce qui est marrant, c'est que Fangio, lui, a gagné sur 4 ou 5 voitures différentes. Il n'a pas gagné 5 titres, enfin, ces 5 titres n'ont pas été gagnés sur une seule voiture dans une seule écurie. Donc, c'est aussi ça qui est incroyable et ce qui ne se reproduira probablement jamais, c'est qu'on a des pilotes qui vont d'écurie en écurie et gagnent chaque année avec une voiture différente. Aujourd'hui, Hamilton, il a fait que 2 écuries pour être sextuple champion du monde. Et encore, et encore pour l'instant, sur les 6 titres, il y en a un seul chez McLaren. Donc oui, non, effectivement, ça aussi, ça force aussi le respect sur cette époque et sur la différence peut-être de toujours avoir le flair d'aller dans l'écurie qui vous conviendra ou en tout cas qui voilà, par affinité, on va dire, par envie, ce genre de choses, plus que par ouais, ils sont en train de construire la meilleure voiture, ceci, cela. Voilà, ça se faisait plus au pif, on va dire. C'est aussi la preuve qu'à l'époque, mine de rien, l'influence qu'avait le pilote sur les résultats en course, elle est quand même bien plus importante qu'aujourd'hui où il faut quand même avoir le matériel pour avoir ces résultats. À l'époque, c'était certainement moins le cas. Il faut rappeler, vous évoquiez le patriotisme, bien sûr, de Stirling Moss qui voulait courir essentiellement pour des écuries anglo-saxonnes, enfin même on peut le dire britanniques. On se rappelle que son passage chez Mercedes avait été un tollé en Grande-Bretagne parce qu'à l'époque, il avait été accusé notamment de pactiser avec l'ennemi allemand, entre guillemets. C'est encore tout frais, hein. On sort de la Deuxième Guerre mondiale, clairement, Mercedes qui arrive et qui en plus gagne. Bon, je pense qu'au sorti de la guerre, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de voir, comprenant ce qui s'est passé. Donc bon, voilà. Après, effectivement, il y a quand même une ouverture d'esprit de la part de tout le monde. On essaie de vivre à nouveau et c'est aussi ça qui est important. Et c'est là où, en fait, c'est beau à voir, c'est que l'envie de vivre et d'être libre est beaucoup plus important que les préjugés ou ce genre de choses qu'on peut avoir. Alors même s'il y en a toujours évidemment, mais on sait jamais. Enfin, c'est pour ça que les pilotes font ça, c'est qu'on s'est jamais senti aussi vivant, aussi proche de la limite de la mort. Et c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement complexe à comprendre et à expliquer, et à la fois une fois que vous l'avez au moins vécu une fois, vous êtes là, en fait c'est une picouse quoi. Vous avez envie de recommencer tout le temps. Donc oui, les pilotes peuvent paraître fous, mais et ils paraissent fous parce que c'est très difficile à expliquer. Juste pour vous relancer, ce sera ma dernière question avant qu'on passe au quiz parce que le temps presse. Il y a un classement des 50 meilleurs pilotes de F1 qui est paru dans le Times en 2009 et à laquelle Stirling Moss apparaît à la 7e position, juste derrière Juan Manuel Fangio. Où est-ce que vous le mettez, Stirling Moss, dans le panthéon, on va dire, dans le panthéon de la Formule 1? Top 5 easy. Top 5 easy. Franchement, top 5 easy, là-dedans, tu peux retrouver les Fangio, les Ayrton Senna, les Alain Prost, Moss, un Schumacher peut-être ou avec un Hamilton. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Hein, mais moi, je n'oserais pas le classer parce que j'ai pas assez d'éléments. Donc, je pense que le mythe
que nous, on a lu et qui nous a bercé de Sterling Moss et de Juan Manuel Fangio fait que j'ai envie de le placer dans les 10 meilleurs. Mais encore une fois, je ne l'ai pas vu conduire, donc je n'oserais pas me prononcer là-dessus. Bon, après, moi, j'ai un côté assez pragmatique sur tout ce qui est Formule 1 et tous les sports de toute façon. Et c'est Le pour ça que champion en haut et le pas champion en bas, c'est ça? non, 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 c'est pas justement, c'est pas ça que j'allais dire. Il y a Kimi la- est au-dessus de Moss. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en cause. Il y a l'aspect du risque, il y a l'aspect de l'adaptabilité, il y a l'aspect de où est-ce qu'on court, à quel moment, de où et comment, les conditions de piste. Je pense qu'on a tous regardé le docu sur Netflix de Juan Manuel Fangio avec l'étude qui a été faite en Angleterre à l'université de Sheffield. Pour moi, cette étude m'a clairement plu parce qu'elle me donnait des bases sur des études bien précises et l'étude était extrêmement bien menée et qui mettait du coup Juan Manuel Fangio en numéro 1 par plein de causes que j'ai citées juste avant. Et pour moi, c'est pour ça que je me référerais plus à une étude comme ça pour définir qui est le meilleur pilote de tous les temps, plutôt qu'à, j'ai envie de dire, à ressortir mon ressenti personnel d'une époque que je n'ai pas connue. Après, j'ai un peu de mal avec les statistiques, les mathématiques pour définir Du une période 80. différente. Par exemple, un Fangio, qu'est-ce que ça aurait donné dans les années 2000 Ouais, avec une condition physique différente, avec une F1 différente, avec un monde de la F1 qui est aussi différent. On parlait tout à l'heure de l'époque Gentleman. Les années 2000, c'est complètement différent. Il y a beaucoup trop de variables que tu ne peux pas prendre en compte et que tu ne peux pas quantifier pour, euh, pour prendre ces études et dire Fangio numéro 1, un tel numéro 2, celui dans les années 70 numéro 4. Tu vois, moi, je suis un peu à l'inverse de l'idée d'Alex, mais c'est compliqué. Je suis le seul à me mettre mouillé et à avoir donné quand même une sorte de classement en fait. Donc, J'ai l'impression, J'en sais j'ai rien, moi, l'impression, là, Pierrot. sur Les ce gars, point, sur cette les gars. question, moi, je reçois Brice. Hein. Oh là moi, là. je suis totalement d'accord avec Hamza. Il y a trop de variables. Il y a beaucoup trop de variables. Et d'autant plus qu'à l'époque, il y avait 1 million de variables de plus que maintenant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de classer des pilotes aujourd'hui qu'à l'époque, en fait, où il y Je avait suis pas vraiment. tout à fait d'accord. Ouais, mais si tu veux. Elles sont juste différentes les variables, hein, mais Non, mais non, par mais exemple, Fangio, est-ce qu'il aurait eu la maturité pour piloter à 20 ans dans les années 2010, par exemple? Parce que, en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas te pointer en Formule 1 à 35 ans comme lui, il a fait. Est-ce que son talent, il est venu de l'expérience qu'il avait et de sa sagesse acquise au fur et à mesure du temps? Ou est-ce qu'à 20 ans, il avait déjà en fait ça dans le sang? Et est-ce qu'un Max Verstappen, par exemple, ou un Lewis Hamilton pourrait, à 40 ans, faire ces performances-là dans les années 50? On n'en sait rien. Et il y a trop de choses qui rendent ça inclassable. Je pense que faire des classements, c'est répondre à une attente que veulent beaucoup de gens. Mais en attendant, c'est pas possible. Je pense vraiment que c'est pas Et puis, possible. mine de rien, comme tu le disais, Brice, les circuits étaient complètement différents. Moi, Ouais, j'aimerais bien il n'y a voir rien à voir. Fangio à Sochi. On aura compris, les amis, difficile donc de faire des conclusions, de tirer des conclusions, en tout cas d'intégrer Sterling Moss dans un classement. J'ai entendu votre avis, j'ai entendu celui de Pierrot aussi, bien évidemment. À vous de commenter chez vous, bien sûr, en bas de cette vidéo. Où est-ce que vous placez Sterling Moss dans le panthéon, bien sûr, de la Formule 1? Nous, maintenant, c'est l'heure de jouer avec un quiz tout à fait spécial. Le quiz aujourd'hui spécial années 50. Il faut aller très très vite parce qu'il faut qu'on libère notre ami Pierrot dans quelques instants. Il y aura une première partie, sera un quiz QCM. La deuxième partie, juste des questions de mémoire sans proposition. Et puis derrière, on terminera sur un qui a dit et un vrai ou faux. Voilà, ce sera génial aujourd'hui. C'est Hamza qui a gagné la semaine dernière. Il remet son titre en jeu aujourd'hui et on commence avec le QCM. Attention, vous connaissez la règle, les amis, je ne vous la répète pas. Il faut attendre les 4 propositions pour, bien évidemment, pour commencer à faire sa réponse. Il faut aller très, très vite. QCM, combien de pilotes ont gagné pour Mercedes en F1? Réponse 1, 4. Réponse 2, 5. 3, 6. Réponse 4, 8. Si. Qui a dit 5? Hamza, Hamza. Tu les as les 5 ou pas? Fangio, Moss, Bottas, Hamilton, Rosberg.
Et ben, ça fait 2 points pour Hamza. Vous savez pourquoi j'ai dit 6? Parce qu'il y en a un à droite là qui s'appelle Brice Germain qui m'a induit en erreur juste avant l'émission alors que je pensais sincèrement que c'était 5. Mais t'as une conscience, toi? T'as un avis sur les choses ou tu dois Il faut se m'écouter faire avant de confiance. parler? Il faut se Je faire suis, confiance, les je gars. suis facilement influençable, visiblement, et je commence à remettre ma vie en question. Tu vois, Il genre, faut se faire confiance. 2 points pour notre ami Hamza qui repart très très fort. Deuxième question de ce QCM. À partir de 1955 et jusqu'à la fin de la décennie, le Grand Prix de Grande-Bretagne a quitté Silverstone. Mais pour quel circuit? Réponse 1, Donington. Réponse 2, Goodwood. Réponse 3, Aintree. Et réponse 4, Manchester. Goodwood. Entry, il y a 30 entry. J'ai entendu Entry en premier. J'avoue que j'ai entendu Entry en premier. Ce sera Entry. bien sûr pour notre ami Pierrot. Mais j'ai dit Valès. 3. J'ai dit 3. Ah, dommage, J'ai pas dommage, du Alex. tout Ça ne entendu. marchera pas Perso, cette j'ai semaine. pas du tout Ouais, ouais. entendu. Ah non. Donc, voilà. Arrête avec tes codes, c'est bon. 2 points pour Hamza, 1 point pour Pierre-Olivier Valette, bien sûr. Au Grand Prix de France 1956, une jeune écurie française disputera sa seule et unique course en F1 avec Maurice Trintignant comme pilote. Est-ce 1, Talbot, 2, Bugatti, 3, Simca Gordini ou 4, Renault? Bugatti. Elle est pour Alex, bien évidemment. Bravo, Alex. Ah, c'est Bugatti. Bugatti. Mm. Un seul Grand Prix ouais. dans l'histoire de la Formule 1, c'était au Grand Je Prix de savais France 1956. C'était au Mans? C'était au Mans, C'était à Reims tout à fait. Ah, non, ah bah oui, à Reims, pardon, Non, excuse-moi. c'était à Reims. Mince. Le petit Ce beau circuit où il y a 3 virages et que des lignes Ouais. droites. Mais tous les circuits de fin de l'époque, à part le Nürburgring. Restez concentrés, les amis. 2 points pour Hamza, 1 point pour Pierrot, 1 pour Alex. À quel âge Fangio a-t-il remporté son dernier titre en 57? 45. 1 à 40. 1 Ah, éliminé. Allez, Ah. gars, allez. Écoutez bien. 1 à 40 ans, 2 à 44 ans, 3 à 46 ans, 4 à 48 ans. 44 ans. 46. Elle est pour Pierrot. C'est Non, Pierrot. c'est. Non, Alors, mais- elle est pour Alex. Elle est pour Alex. Elle est Ah, pour Alex. pardon, Je j'avais vais pas faire mon entendu. Sterling Moss, tu vois. Merci voilà. beaucoup. Je fais mon Excuse-moi. Sterling Moss. T'as jamais Alex. été fair play pendant un an, Pierrot, et tu Ah, t'y avec toi, je vais pas être fair play, désolé. mets. Hamza 2, Alex 2, Pierrot 1. Il y a 0. Brice 0. Brice 0, tu as raison de le préciser. Toi, un jour, je te crame. Écoutez bien, combien de circuits accueillaient déjà des grands prix en 1950, comme ça a été le cas lors de la saison 2019? Proposition numéro 1, 2 circuits. Proposition numéro 2, 3 circuits. Proposition numéro 3, 4 circuits. Proposition numéro 4, 5 circuits. 3 circuits. 4. Qui a dit 4? C'est Hamza? Putain, Hamza. c'est possible. Allez, je t'offre un bonus. C'est quoi les 4? Alors, tu dois avoir Spa, Monza, Silverstone et. Attends. Attends, Monza, Spa, Silverstone. Ah bah, Ah, je- putain, non, mais le gars. Le plus Ah, grand c'est Grand dommage. Prix du monde. Ah, c'est dommage, je peux pas lui mettre ce petit point de bonus à Hamza. Eh oui. Oh, Monaco. Et qui mène, Ah bah oui. et qui mène par 3. C'était Monaco, forcément, le dernier, en effet. Ah oui, oui, Silverstone, oui. Monza, Spa et Monaco. Qui fut, concentrez-vous bien, c'est le dernier question QCM, qui fut le dernier champion de la décennie en 1959? Est-ce Mike Hawthorne, Phil Hill, Bruce McLaren ou Jack Brabham? Philippe. Brabham. Brabham. Ah, Brabham. C'est Qui a dit Brabham en premier? Ah putain, alors Je là. pense- Je pense crois que que c'est ça se Hamza, joue ouais. entre Hamza et Brice. Hamza, c'est évidemment, c'est Hamza. Non, remarque, quand je l'ai dit, j'ai entendu Hamza le dire aussi, donc avec le décalage, ça doit être lui. Allez, 4 points pour Hamza, 1 pour Pierrot, 2 pour Alex et 0 pour Brice, mais qui aura l'occasion sur le questionnaire mémoire de se refaire. Tout de suite, le questionnaire mémoire, la question elle fuse, pas de proposition, vous répondez du tac au tac. Qui fut le premier double champion du monde que la F1 ait connu? Ascari. Mario. Ouais, c'est- Ascari, tu l'as. Ascari. Hamza, Ah, pardon. putain, j'allais dire Fine, mais je suis Ouais, complètement. pareil. En 52 et 53. Quel pilote mythique a dû manquer la saison 1952 de F1 et pour quelle raison? Oui, Attends. mais c'est Moss. 52? C'est pas Moss, Non, c'est pas Moss. Trintignant. c'est pas Trintignant. Pilote mythique. Pilote mythique des D'accord. années 50. Ah non, mais c'est Fangio. C'est Fangio, en C'est effet. Fangio pour merci. service militaire, non? Ah. Alors, c'est pas pour service militaire, c'est une histoire Pas son accident assez folle. C'est un accident, en effet, qu'il a eu à Monza. La veille, il courait Ah du oui. côté de l'Irlande, je crois. C'est Il ça. devait prendre l'avion Ah avec oui, le prince oui. Vira, qui était parti un petit peu plus tôt. Il était du coup parti avec Rosier à Londres, puis à Paris. Ah et de oui. Paris, il avait pris une voiture pour aller jusqu'à Monza. Il avait roulé toute la nuit. Et finalement, il était trop fatigué. Il avait eu un terrible carton à Monza qu'il avait privé de la suite de la saison. J'enchaîne Mais sur ce t'avais que pas tu de dis. tunnel. C'était arrivé Avec le une tunnel demi-heure avant la Ouais, course. une demi-heure avant la course, et il n'y avait pas le tunnel du Mont Blanc à l'époque, les copains. Ouais, donc Exactement. il a fallu faire le Monte Vecchio. Prochaine question.
Où et en quelle année Maurice Trintignant devient le premier vainqueur français en Grand Prix? À 56. Monaco. En quelle année? Tu l'as l'année? 56. 56. C'est pas 56. 55. 57. 55. Je sais pas à qui donner le point, les amis. C'est très compliqué. Honnêtement, je te laisse juge. Moi, Ah, Après, c'est gentil. Après, Ah, les fair play, fair restos play. du cœur, s'il vous plaît. Gentleman, gentleman. Alors, Non, il faut gentleman, relancer- gros, gentleman. Il faut relancer le suspense, puisque Hamza amène avec 5 points, Pierrot prend un deuxième point. Allez, Bah, trafiquant, comme d'habitude. allez, les règles. Vamos. Je connais Comme d'habitude. cette- T'inquiète, il y a le super banc qu'on dictature. fait. Attention, ça va aller très vite. Chez Alpha, on a souvent parlé des 3 F. Fangio, Farina, qui était le troisième? Anjoli. Bravo. Bien. Tu es là. On a Bravo, entendu Maurice, la il question, passe. ça coupe. Ah, Bah, achète-toi une Oh. connexion, bordel. T'as pas le droit, pas comme Quelle ça. honte. Pas comme ça. Attention, ça doit aller vite. C'est la dernière question du questionnaire mémoire. Comment s'appelait le mythique patron de course de Mercedes? Neubauer. Neubauer. Eh ben, Ah, je l'avais. Je pense que c'est Brice qui l'a. C'est Brice qui l'a. Alfred de Brice, son Fred prénom. Neubauer. Alfred de son prénom. En 5 bonus. points pour Hamza, 3 pour Brice, 2 pour Pierrot. Qui a Deux pour pleuré Alex. au retrait de ses voitures, d'ailleurs. Il était Qui a en pleuré larmes au au retrait moment de où ses- ses Normal. voitures. Ah, ça venait de Stuttgart. On passe au qui a dit, les amis, avec 2 Ah. citations. Je vous fais la première, elle est un petit peu longue. Qui a dit ça? Je le vis pour la première fois au printemps 1949 sur l'autodrome de Modène. Il y avait d'autres pilotes, mais je finis par garder les yeux sur lui. Il avait un style insolite. Il était le seul à sortir des virages sans raser les bottes de paille à l'extérieur. Je me disais, cet Argentin est vraiment fort. Il sort comme un bolide et reste au beau milieu de la piste. Quant à l'homme, je ne parvins jamais à le cerner vraiment. Juan Manuel Fangio est resté pour moi un personnage indéchiffrable. Enzo Ferrari. Oui, c'est pour Pierrot. Ouais. C'est quoi, j'ai trouvé ça tellement évident que je me suis dit ça va être autre chose. Il y a que Enzo Ferrari pour dire ce genre de truc. Hein. Exactement. Ouais, mais je me suis dit justement, non, ça va être un piège, je vais me gourer. 3 points pour Pierrot, 3 points pour Brice, 5 pour Hamza, 2 pour Alex. Deuxième citation et dernière citation avant d'attaquer le vrai ou faux. Après ma carrière, j'étais une prostituée internationale. Je Ah, vendais Fangio, mon Fangio. corps. Non, c'est moi. Ah oui, Elle est pour c'était Brice. Elle est Non. pour Brice. Elle est pour Brice. 4 On points commence à rager. qui revient à 1 point de Hamza. Les amis, dernière épreuve, celui du vrai ou faux. J'arrive avec 4 affirmations, à vous de me dire si celles-ci sont vraies ou fausses. Première phrase. Juan Manuel Fangio a couru toute sa carrière sans avoir le permis de conduire. Il ne l'a obtenu qu'en 61, plusieurs années après sa retraite. Bah, c'est faux. Vrai ou faux? Ouais. C'est faux, il est allé à Monza. Ah, Bah oui. Ouais, mais Non, tu peux attends, ne pas attends, conduire. attends. Et Non, il non, peut le tu faire peux ne sans pas- avoir le permis. Non, non, Ah oui. non, tu Bah peux oui, ne moi, pas avoir le j'irais permis. Ah, mais c'est pas Il pouvait Daniel ne pas avoir Morales le dans... permis. Ah, Il pouvait ne pas avoir le permis. Il n'a pas eu le permis. Il a eu son permis en 61. C'est Hamza qui marque le point. Mais j'ai dit. 6 points Alors, pour attendez, Hamza. attendez. Ça, c'est Daniel Morales en taxi, Oh, quoi. qu'est-ce qu'il y a, Alex? J'ai dit vrai aussi, moi. Au début, on remet la bande, j'ai dit vrai en premier. On Je remet crois la qu'Hamza, bande. il va en premier, Je l'ai dit non en je l'ai dit en Alexandre, premier. il va en J'ai dit premier, 47 ans. Alors, Il me semble. non, mais comme vous voulez. Moi, je. Mais un alors, point aux deux, mais un point aux deux. Allez, Allez, je mets un c'est point aux sa deux. première- t'as raison. c'est sa première la saison, c'est C'est quoi ce distribution marchand de aujourd'hui. tapis? Pourquoi pas? Non, mais C'est la distribution Scroll aujourd'hui. bled. 6 points pour Hamza, 4 pour Pierrot, 3 pour Brice, 3 pour Alex. Deuxième constatation. La maman de Sterling Moss était une descendante du chevalier écossais Édouard Ier, popularisé par le rôle de Mel Ouais, Gibson dans c'est vrai. Braveheart. C'est vrai. C'est vrai. Oh. En effet, c'est vrai. Et notre ami Alex passe à 4 points. Hamza, c'est faux. Pourquoi pas? Troisième proposition. Bien que Sterling Moss ait toujours déclaré les femmes n'ont pas le mental suffisant pour faire de la course automobile, sa sœur Pat a été 5 fois championne d'Europe de Vrai. rallye. C'est vrai. Vrai. Alex C'est vrai. a dit en premier, les gars. Ouais, ouais. bravo. Alex revient à 1 point de Hamza. Attention. Attention. La dernière question. Quand en 2000, la reine Elisabeth a anobli Sterling Moss, elle lui aurait glissé à l'oreille qu'il était son fantasme de jeunesse. Vrai ou faux? Quoi? Oh. Ah, vrai. Ah, vrai. vrai. Non, alors, premièrement, c'est faux parce que c'était en 99, il me semble. Non, c'est 2000, je crois. Ah. Mais c'est faux. Mais t'as raison, c'est faux. Mais t'as raison, c'est faux. On s'en Ouais, C'est fout. dommage, on aurait tous kiffé que ce soit le cas. C'est faux. Et du coup, on n'a pas de vainqueur, les amis. On n'a Ah, pas de c'est beau. vainqueur. Ah, Alors, pour vous départager, j'ai peut-être une toute dernière question. On a dit tout à l'heure Super banco. que Fangio a été champion avec 4 écuries différentes. Quelles sont ces 4 écuries? Maserati, Alfa Romeo, Mercedes, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes. Maserati. Ouais. Non, mais toi, t'es hors circuit, t'es pas Ouais, 5 points. normalement, c'était entre. J'avais ouais. J'avais Ouais, envie de Alex. gâcher le C'est truc. bon, Hamza, c'est pour toi. Ok, j'ai une question pour les départager, moi, si tu veux, Manu. Non, mais c'est bon, vas-y. Hamza a gagné. Ouais, vas-y. J'ai une question pour les départager. À quel Grand Prix Sterling Moss, justement, va voir la direction de course Portugal. pour dire… Oh, et quelle année?
58. Les deux ont une Ah réponse. là là. Il n'y aura pas de vainqueur cette semaine. Indépartageable, c'était. Ah non, Il y c'était aura pas de vainqueur 59. cette semaine. Excusez-moi, c'était 59. 58. Portugal, Ah ouais, 58. Mais comment ça, il n'y aura pas de vainqueur? J'ai répondu à ta question. Oui, en plus, Hamza, moi, pour moi, c'est Hamza. Non, mais Ah, Hamza, c'est arrête c'est de. comme Non, un mais champion tu te du crois où? On n'est pas là C'est pour négocier, incroyable. putain. C'est comme un champion du monde de boxe, c'est-à-dire que vous avez fait match nul, les amis. Hamza, Ah. tu revenais avec ta ceinture. On va dire qu'il y aura une revanche. Dès la semaine prochaine, pourquoi pas, sur les pistonnés, bien sûr, puisqu'on a rendez-vous chaque dimanche à 17h. Merci, les gars, en tout cas, d'avoir partagé ce pan d'histoire avec nous. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la semaine prochaine. À nous aussi, hein. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Hamza, partons pas fâchés. Non, jamais. Jamais avec toi. Je vais paraphraser une citation de Sterling Moss pour ce quiz. De même que nous aimerions avoir une fille différente chaque soir dans notre ligue, nous aimons avoir un vainqueur différent chaque fois dans le quiz. Bravo, Ah, c'est c'est donc beau. Alex qui remporte ce quiz. Merci, les amis. Salut à tous. Profitez Ciao. bien de votre semaine et à très, très vite. Salut. Ciao. Salut.